And so with a team, and Usha as well as Jean-Luc Barlet are members of the managing board of this chamber, we are on the way to get back to life a Sleepy Beauty, which is this CCIFI, who is about 40 years old, but who had a period of disappearance of 4 years due to COVID and other circumstances. And so 6 months, we are back in life. And we are trying to establish or to restore links between France and India on every topics. So we had another webinar a few weeks ago regarding new energy, solar energy, and so on, to see how France and India can cope on that field. We had another one in the last week or something like that about c'était sur quoi? I don't remember what it was. So we address very different aerospace and space, not space, but and defense, which is a field where France and India are also very much invested. Today we have something regarding textile, and thanks to all of you to participate on it. And we will have in this kind of, to go ahead, something regarding water treatment, and so on. And we are regarding ocean, regarding nutrition and agriculture. And so we are trying to see on every field where France and India can cope. As you know, France and India are very good friends in terms of politics and Indo-Pacific things. And my personal belief is that India is not as much considered as a country where we can cope with. And so we are trying to open it more and to make things more possible. I won't be more long. So, Usha, I give you back the... I'm just trying to send a message to Jamal because he's still late. And then I will be with you. Okay, anyway. And a special thanks to Karishma for being with us. She's a big artist in my view. And I'm sure we will make a lot of things together. Thank you so much for having me, Benedict. It's an honor to be here. Okay. So we are going to start with Karishma because she's the first person to have accepted and to join us today. So Karishma is the founder of a very beautiful company called Chanakya. They, I think, do two things, but Karishma, you'll correct me if I'm wrong. They have a commercial company called Chanakya International, and they also have a school, a Chanakya school, that basically trains Indian girls and women in the art of very fine embroidery. And Karishma's company and Karishma School have been very important in presenting Indian craft to Europe, to to different markets in Europe. They have an office in Italy. Karishma travels frequently to Paris for the Fashion Week, and she has worked with Dior in their latest, not the last one, but the one before that. They did a very, very beautiful installation for the Dior défilé that was absolutely stunning, done by some artists. So I'm actually going to pass on the mic to Karishma. So Karishma, can you just introduce yourself? Tell us a little bit about Chanakya. Maybe speak a little slowly because we have a lot of French people and a lot of them are not fluent English speakers. So we have to speak a little slowly so everybody understands. Thank you. Sure. Thank you. Thank you, Usha. So thank you for having me. And my name is Karishma Swali. I'm the artistic director of Chanakya International and the Chanakya School of Craft. Chanakya is essentially a global luxury textile house that my father founded in the mid-80s. And I think his dream then and our vision continues today to be the same, which was to share India's finest craftsmanship with the world. So at that time, when my father began, he had traveled the lengths and breadths of India in the 80s, and we returned with 25 master artisans, all of them true masters, some of them 13th and 14th generation artisans. And today we work with thousands of master artisans across
different genres across India, and we're honored to be able to connect the Indian artisanal legacy to the rest of the world. So that is essentially what we do at Chanakya. In 2016, when I had worked for about 20 years already, I very quickly began to understand the great peril that Indian artisanship is. There's a risk because in my lifetime, I saw some of the crafts being lost. So we felt the need to document them and institutionalize them, because traditionally craft in India is taught from father to son, and it's never really been institutionalized. So we began the Chanakya School of Craft with the idea to be able to preserve our artisanal legacies through education and also through innovation. And it was our mentor, Maria Grazia Curie, who suggested that we dedicated the school to women. So the school is dedicated to women so that we are able to provide them with equal opportunity to be able to creatively express themselves through art, and of course also financial independence. So yeah, that in a nutshell is what we are honored to do. Super. Thank you very much. So, Karishma, I'm very curious to know, how did you start working between you and your father and the rest of your family who are privileged to work with these very traditional, very talented artisans? How did you actually start working with these very large European iconic fashion maison houses? How did that happen? So, it's so I think what my father very rightly said was important was to build an extremely strong foundation, understanding different genres of craft, because only when you understand them in depth can you deconstruct them, right? Can you contemporize them? So I think all of us spent a lot of time understanding craft for, in as deeply as possible. And then what we went ahead to do is, once I had my design degree and all of that, we traveled a lot to understand, what is the Occidentale eye, and, how do we marry the two to be able to make something truly beautiful while maintaining the DNA of both. And I think that's something that we focus on a lot. Whichever house we work with, we look at understanding their history and their DNA, and then being able to seamlessly integrate that with our artisans' inherent talent. And I think, then there's a shift in creativity, and it just becomes more meaningful when you do that. Okay. So who was your first, when was the first big wow moment for you when you got to, when you got to work with Dior or with someone else? I don't know, but tell us about that. What was the wow moment that happened? So our very first client was Fendi, and it was nice because my brother and I both speak Italian, and it was a very, we just simply went to them with our research collection and we presented ourselves, and it was as simple as that. And we just began with a small working relationship. And today we're, proud to be able to almost exclusively design and create all their textile surface ornamentations. And there's a very close partnership in place now. So yes. Super. Okay, great. So yeah, again, I'm very curious to know, what's your typical day like? I mean, how does the interaction happen between your artisans, who are often, I guess, don't speak English or don't speak Italian, and the designers of these great brands. So how what's your day like? What do you do on a particular day, for example? Yeah, so I'm going to take a moment to introduce our artisans, actually, because I think that's the area that I'm most proud of. And I don't know, many people may not know, but India is blessed to have possibly the largest and deepest artisanal base for handcraftsmanship in the world. Sorry, I'm just going to interrupt you for a second to say hi to Jamal. Bonjour, Jamal. Bonjour. So Jamal is our second guest for today. Enchanté. Bienvenue. Merci.
So, donc nous avons tout le monde qui vous attend, qui est très content d'entendre ce que vous allez nous dire. Donc Karishma just started telling us about the Chanakya school, which is this fabulous school of embroidery. Jamal will then tell us about his experience being a founder, working with two fabulous brands, EPICE and Khadi & Company, which are just absolutely amazing in France. And so hopefully the audience will go back with a very rich understanding of how things work in the craft sector in between India and France. So I'll let Karishma continue. Nous, on va parler en français, Jamal, mais là, avec Karishma. In English also. No, we prefer French because most of our guests are French. It's just très bien. Yeah. Okay. So Karishma, sorry, tell us about your artisans. Yeah, I'm sorry I don't speak French yet. Hopefully sometime in the future. So I was mentioning that I think what our richest treasure really is that we are blessed to have artisans in our country that are typically maybe 13th or 14th generation artisans, and they come, with so much inherent skill. What we typically do at Chanakya is marry their inherent innate ability to create craft, almost effortlessly with different fashion houses' signature styles. So each time it may be the same techniques and the same craft, but they're visually so different because each can be interpreted in many, many different ways. And I'm sorry, you were asking about my typical day. So the irony is that I don't think I have a typical day. Most days are very atypical, and it all depends. But a large part of my time is spent in the atelier on the frames. It's also the part that I enjoy most, and it's a lot of it is spent interpreting different client moods to be able to marry them with our artists techniques and skills. Yes. Okay, super. So Karishma, I have a question. Somebody asked me this question and I was wondering how you would react to that. Sure. So for example, there's this whole, there's a lot of talk in Europe. I don't know if it's the same in India, but there's been for the last couple of years, a lot of talk about, cultural appropriation versus cultural appreciation. So how do you, I know that just to give you a little history, I started Jamini a couple of years ago. And from the very beginning, the story was about Indian craft. I've always talked about the artisan, and today it's very fashionable to talk about it. But when we started Jamini, many years ago, it was really about the person behind the beautiful work, and it was not about this big brand name. Didn't matter, right? Absolutely. But today it's become such a big thing about, if you use this design, and if you don't tell people it's a Mexican design, or you don't tell people it's from Guatemala, whatever. So how do you bring that balance about saying, okay, we are showing Indian craft in these very fine maisons, but how does the Indian craft get talked about, and how does that marriage happen? I think really the answer lies in being transparent, and as a company, that's something that we've been very specific about, and that's why we're talking today. It's very important to recognize what each one brings to the table and appreciate all of that. We must recognize that the maisons do an absolutely phenomenal job in recognizing and appreciating these skills, and the artists and the artisans do an amazing job in bringing to the table the skill set. And it's only because of the marriage of both that today they exist and they can be appreciated. So I think that really it lies in recognizing each one and appreciating each one. Yes. Okay, just one or two more questions for you before we move to Jamal. So very quickly, what do you think are the opportunities and the problems that the Indian craft industry or the textile industry is facing compared to the demands that come from Europe or from the West? What do you think the strengths of the Indian textile craft sector are, and what are the weaknesses basically? And how can somebody, for example, I know in the audience we have a lot of people who are very interested in this sector. How can they approach the market saying that, okay, this is what is good in India, and this is what I've got to be really careful about? What's your take on that? I think historically what
what we've managed to inherit as a company is something, as a country, is something that's unique in the world, whether it's our weaving legacies, or our looms or our handcrafts legacies. It's so what we do have in India is an incredible skill base for hand craftsmanship, and what maybe is probably the greatest threat is that there's not enough awareness about it in the world, and so people don't come to India as much as they could, because it's not like the pre-colonial periods where we were known for our muslin, or we were known for certain handloom. Today somehow that awareness seems to have diminished, and that's something that we're really passionate about being able to spread. The other aspect about working with India, I think it's important for each one to know what you're looking for and what each one's strengths and weaknesses are. So as long as you're clear about coming to India for a skill set, I think what we have to offer as a country is truly unique in the world. Okay, super. So, so just 2 words of advice to everybody here who wants to work in India. Go for it, wait a little bit, maybe, what would you say? I think no better time than now, to be very, very honest, because Really? yes, so while maybe in the 80s, there may have been a lack of organization, while the skill set was there, the artisanal base was there, I think there are so many companies doing so much good, whether it comes to revival of textiles, preservation. There are so many, even qualitatively, there's so much more awareness. And I'd really say no better time than now. Yes. Okay. So for people in the audience, for example, if they wanted to get in touch with you and do some work with you, is that possible? Are you full? You've got enough work? You don't take any more clients because you can only embroider that much. How does that work? So yes, we're quite selective about who we partner with, because we really believe in long-term partnerships. I mean, most of our relationships are 2 decades old, if not more. And we really look at building, things that last for generations. So we work with only about 35 maisons, and that's the way it's been. So we do take on new partnerships very mindfully. Right. Okay. All right. Thank you so much, Karishma. It was really lovely chatting with you. Please stay on, because we'll have a little question and answer session at the end, and I'm sure you'll be very interested in hearing Jamal, even though you don't speak French. Absolutely. You might get a couple of words. May I ask a question? Oui, dis-moi. Karishma, how can the Chamber of Commerce of French India in France help you? Help us as a country. I think it would be wonderful to have more panel discussions like this, more awareness building. I think if there were a way for community to get together and build awareness and build interest, it would be truly fantastic. Maybe have small delegations visit India, because when you see it with your own eyes, it's very, very different. And I'd be happy to assist in any way I can, facilitate different interests. Happy to help if I may in any way. Okay, thanks. Sorry, I have to interrupt. Thank you. Thank you. Donc bonjour Jamal, donc pour tout le monde qui est là avec nous aujourd'hui, donc Jamal Nielsen, donc du coup je ne sais pas si vous connaissez la marque EPICE, moi je connais depuis longtemps, fabuleuse marque qui fait des étoiles, des foulards d'une qualité extrêmement élevée, avec un design absolument impeccable. Grande fan de Caddy et compagnie, de votre maman, qui a vraiment installé donc du coup le savoir-faire indien sur le marché en Europe, même très longtemps avant que ça soit super à la mode. Donc, bienvenue Jamal, merci d'être là avec nous, on est très, très contents. Donc, voilà, on voudrait vraiment savoir comment est-ce que cette collection a commencé, comment est-ce que vous avez commencé à travailler en Inde. Donc, racontez-nous un peu l'histoire de votre maison. Oui, alors, moi, je ne m'occupe pas de Caddy & Co, mais je m'occupe d'EPICE depuis bientôt 17 ans. Je sais que ma mère, Bas Nielsen, et son partenaire Ian McAnauer ont travaillé depuis 40 ans en Inde, et ils ont toujours eu un
un amour pour l'artisanat indien et le savoir-faire. Et du coup, un jour, ils se sont dit, bah, tiens, on va monter une marque, notre marque à nous, on va travailler pour nous. Et puis, ils ont décidé de faire des foulards et des étoiles. Voilà. Et donc, ils ont rencontré le fabricant qui se trouve West Bengal, qui lui, travaille avec des villages, tisserands, etc. Donc, c'est vrai que moi, j'ai le sentiment que grâce à des boîtes comme EPICE, il y a un artisanat qui se maintient. Mais ce que je voulais dire, c'était que ce maintien, mais de plus en plus difficilement, en fait. Par exemple, nous faisons des foulards, donc tissés main, pour l'été, en coton, des mélanges de lin et coton, soie et coton, etc. Et nous faisons faire surtout des bordures en jacquard, tissés main. Et c'est de plus en plus difficile de l'obtenir parce que les tisserands, c'est trop laborieux pour eux, c'est presque pas rentable pour eux de faire ce type de travail. Donc moi, j'ai le sentiment qu'il y a quand même un artisanat qui est en train de se perdre. Et en plus, alors il est vrai que nos étoiles tissées main, imprimées main, il me semble que c'est véritablement luxueux. Ça devrait coûter plus cher que le prix qu'on les vend. Mais les boutiques très haut de gamme ou de luxe veulent des choses parfaites. Donc l'artisanat, je parle de nos foulards, hein, je ne parle pas des broderies, parce que les broderies, c'est encore autre chose. Mais ça semble compliqué de rentrer dans des boutiques de luxe avec des étoiles tissées main parce que ce n'est pas parfait. Hein, quand on voit les bordures, les changements de fil, les petits nœuds, etc., en fait, il y a peu de gens qui comprennent le travail artisanal et qui sont prêts à mettre le prix. Donc, c'est un peu voilà, la difficulté que moi, je pressens pour EPICE, quoi. C'est-à-dire, tant que ça reste un prix moyen, ça va, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, par exemple les Japonais, eux, ils regardent à la loupe, donc ils trouvent toujours des défauts. Donc, les gens ne comprennent pas vraiment. C'est vrai. C'est ce que moi, j'ai chez Jamini souvent comme « Ah oui, mais là, ça bave. » Effectivement, ça bave parce que c'est du bloc, ce ne sera jamais parfait. Chaque main est différente, chaque artisan est différent. Donc, c'est vrai qu'on a tout le temps ce discours. Donc, du coup, pour vous, en tant que patron de cette entreprise, comment est-ce que vous essayez de maintenir en fait un tout petit peu, je sais que personnellement, j'ai vraiment beaucoup d'investissements sur tout ce qui est qualité et tout, on perd beaucoup de temps. Comment est-ce que vous décidez quel artisan a une qualité qui vous convient? Comment est-ce que ça se passe entre justement le côté design que vous faites ici en Europe et le côté fabrication, qualité, pour pas avoir, voilà, c'est quand même très compliqué. Donc, quel est votre feeling là-dessus? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Bah, nous, on travaille toujours avec les mêmes fabricants depuis longtemps qui, eux, ont bien compris nos standards. Donc, on est fidèles. Et ensuite, bon, bah, mettons s'il y a une dizaine, une vingtaine de tisserands qui travaillent pour mon fabricant, forcément, comme vous dites, les tissages ne sont pas les mêmes suivant le tisserand. Non, je pense que il faut vraiment communiquer beaucoup plus sur le travail artisanal, la beauté et la noblesse que c'est d'ailleurs, parce que c'est juste extraordinaire. Moi, je trouve l'artisanat, c'est ce qu'il y a de plus. Enfin, je trouve ça très noble, très bien. Donc, je crois que c'est une question d'éducation et de communication. Et il faut le faire sans arrêt, tout le temps. Parce que finalement, à la fin, c'est quoi? C'est du tissage machine et de l'impression digitale. Voilà ce que les gens auront. Et même dans le luxe, c'est tissage machine et impression digitale. Donc, c'est complètement machine. Ça n'a pas de charme, en fait. C'est un beau produit, il a coûté cher, il y a une marque dessus, ça rassure. Mais, donc, nous, de notre côté,
heureusement qu'on a beaucoup de clients qui comprennent, qui savent apprécier le travail et qui le communiquent à leur clientèle. Ouais. Mais je vais vous dire, moi, il y a des clients qui à chaque fois se plaignent de je ne sais pas quoi. Bah, moi, je leur dis, écoutez, ce produit n'est pas fait pour vous, puis c'est tout. Et donc, du coup, comment, justement, parce que vous parlez de différence entre le travail artisanal qu'on voit en Inde et le côté machine et tout, comment est-ce que vous voyez la différence de l'attitude vis-à-vis des productions en Inde? C'est-à-dire, avant, les gens disaient, ah, le Make in India, c'est pas terrible, problématique de qualité. Et est-ce que, donc, parce que puisque vous êtes dans le métier depuis très longtemps, est-ce que vous voyez justement une différence d'attitude de vos clients et d'autres marques en Europe vis-à-vis de Make in India, en fait? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Parce que moi, ça m'intéresse vraiment, parce que quand je vois les discours vers de Make in India, parfois, ça m'effraie, en fait. Bah, je trouve que ça a pas mal évolué. Il y a 10 ans, c'est vrai que quand on dit Made in India, c'était perçu de façon négative, pas très positive. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on me le demande des fois, c'est fabriqué où? Et bon, les gens ne font pas de réflexion. Et ils achètent quand même. Pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas? Qu'est-ce qu'on a Ben, bien fait? Que les Indiens, ils ont bien fait? moi, je pense que l'Inde devient un pays important et que c'est plus le pays du tiers-monde qu'on peut mépriser ou qu'on peut snobber. C'est plus le cas. Donc maintenant, l'Inde a une image d'une grande puissance. Donc c'est fini, ça, il me semble. C'est un pays qui maintenant se fait respecter et voilà. Et puis d'un autre côté, il y a une forme comment dire, un peu, il y a un déclin de l'Occident et les gens le vivent certainement, ils le ressentent. Donc ça les rend plus modestes, moi je dirais. D'accord. Ça, c'est de Écoutez, tant mieux pour l'Inde, franchement. C'est super. OK. Bah, une autre question que j'ai pour vous, Jamal, c'est, vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de tout ce qui est traçabilité, la durabilité et tout ça, parce que ce sont devenus des grands sujets dans la consommation. Dans votre discours d'entrepreneur ou de patron de marque et aussi vis-à-vis de vos fabricants, comment est-ce que vous intégrez ça dans votre business model aujourd'hui? Parce que vous fabriquez de la même façon depuis tous les jours. Mais aujourd'hui, parce que pareil, il y a des gens qui viennent me voir et me disent, alors, vous payez combien votre tisserande? Comment vous répondez? Quel est le challenge par rapport à ce mouvement de traçabilité et durabilité? Et comment est-ce que les marques comme les nôtres arrivent à faire comprendre le message à une façon où les gens se disent, OK, ce sont des marques sérieuses? Oui, alors pour tout ce qui est écolo, bon là, j'ai pas de discours particulier puisque nous, franchement, c'est 100% écolo ce qu'on fait au fait. Hein. On n'utilise pas de fil comment dire, de fil. Enfin, on n'utilise que des fils naturels. Donc, après, moi, ce que je leur dis, c'est que pour l'instant, ils devraient estimer qu'ils ont la chance de pouvoir acheter une étole tissée main à un prix quand même abordable. Peut-être dans 10 ans, ça sera plus possible. Donc, parce que dans 10 ans, on pourra pas se permettre peut-être de vendre des étoles à 3-4 fois le prix. Parce que, évidemment, les salaires augmentent en Inde. Donc, tant que c'est possible, tant mieux, au fait. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Aussi, je trouve ça formidable que des tisserands, à condition qu'ils en vivent bien, et moi, je pense que c'est le cas, j'espère, c'est formidable que ce savoir-faire puisse perdurer. Donc, il n'y a pas que l'écologie, il y a aussi l'écologie humaine, au fait. Hein, Oui. Faire vivre des artisans qui ont un vrai savoir-faire, c'est bien aussi. Oui, ce qu'elle fait Karishma de son côté. Et du coup, est-ce que vous, Jamal, est-ce que vous travaillez de temps en temps avec, je ne sais pas, comme ça, des écoles ou des ONG, justement pour faire en sorte que vraiment, il y a un groupe d'artisans qui reçoivent effectivement de l'aide financière pendant pour une certaine période pour compléter une formation. Est-ce que vous avez des choses comme ça un peu sur place? Non, j'avoue que j'ai jamais eu le loisir, au fait, le temps de me pencher sur cet aspect des choses. Donc, nous,
on travaille avec nos fabricants. Puis c'est voilà, on espère faire plus de quantité parce que vous savez, c'est quand même moins facile qu'il y a 10 ans, le marché de l'étole. Mon espoir, c'est pas seulement pour nous de faire plus de chiffres, mais c'est aussi d'être sûr de donner assez de quantité de travail pour que ces villageois puissent continuer à faire ce métier. Parce que j'ai entendu dire que quand ils ne tissent pas, ils travaillent dans le bâtiment. Voilà, c'est quand même un peu triste quelque part. Ouais. Ok, bah, je vais vous poser la même question que j'ai posée à Karishma. Pour vous aujourd'hui, parce qu'encore une fois, vous avez quand même vu le marché évoluer, il y a plein de choses qui ont changé. Pour vous aujourd'hui, quelles sont les énormes forces justement de tout ce qui est un peu Made in India, lifestyle en Inde, et quelles sont les plus grandes faiblesses? Ouais. Bon, à mon niveau, c'est vrai que on a eu des fois, et ça nous a fait du tort, c'est peut-être que des fois les fabricants ne sont pas assez exigeants du point de vue des qualités, quoi. C'est-à-dire que ils sont pas assez exigeants des fois, voilà. Des fois, ils nous envoient de la marchandise, on ne peut pas la vendre, on ne peut pas la présenter, ou alors on nous la renvoie, et ça nous fait beaucoup de tort. Donc, je pense qu'il faut qu'ils arrivent à être voilà, plus exigeants sur la qualité. Voilà, c'est bon. Après, quand les choses sont faites main, c'est compliqué parce que moi, j'ai parlé avec mon fabricant, il me disait oui, mais moi, si le tisserand et son tissage ne me convient pas, je suis obligé de lui payer quand même son travail. Je ne peux pas le lui refuser. Donc, vous dites tout simplement, c'est que il ne faut jamais espérer une qualité 100% parfaite quand on travaille en Inde. Bon. C'est ce que vous êtes en train de dire? Non, mais de toute façon, non, quand on travaille de façon artisanale, ça c'est sûr, ça ne peut pas être 100% parfait. Mais après, je sais que certains fabricants sont moins regardants sur, mettons, une petite tâche par-ci, par-là, et puis ils nous envoient quand même la marchandise. Ça, c'est chiant, c'est embêtant. Et ça n'a pas évolué depuis des années? Vous pensez que c'est toujours un problème même aujourd'hui? Ça va de mieux en mieux, puisque nous, on travaille avec les mêmes fabricants depuis 20 ans, donc de toute façon, on améliore les standards. Mais ouais. Et donc, du coup, quelles sont les forces justement de ce secteur-là, dans la façon où vous avez vu le métier évoluer au fil des années? Qu'est-ce que vous trouvez aujourd'hui qui va beaucoup mieux maintenant qu'avant? Donc, voilà. Non, mais ils s'améliorent. Ils sont... Donc, ça va de mieux en mieux. La force de l'Inde, c'est il y a des artisans hors normes. Moi, je vois, par exemple, je ne sais même pas comment ils arrivent à faire ça, c'est que, bon, chez EPICE, on fait des couleurs à la main. C'est-à-dire que nous, on fait de l'aquarelle, et nos couleurs sont des aquarelles. Ce n'est pas des pantones avec des formules tant de grammes de je ne sais pas quoi. Donc, ça veut dire que tout le monde tâtonne, et là-bas, ils arrivent à retrouver les couleurs qu'on leur demande de faire comme ça, par tâtonnement. Moi, je trouve que ce sont des grands maîtres. Et il faut communiquer comme ça. Et puis, je ne sais pas, il faut que les boutiques de luxe arrivent à soient un peu plus intelligents, quoi, je veux dire, enfin, de leur clientèle. Ouais. Voilà, c'est ce que je dirais. Et puis, peut-être qu'il faut aussi payer un peu plus aussi pour accepter qu'il y ait du déchet, plus de déchets. La bénédiction. Yes, may I ask Usha Yes. to explain our own experience? How did you get in that kind of market, I would say? And what is your own feeling about quality product from India? For myself, to have an artisanal way of doing is more quality than just very standardized things. But I would like to have your own perception, Usha. Oui, bah, moi je vais parler en français hein, parce que notre audience est quand même 95% français, je pense. Donc, moi j'ai commencé ce métier parce que j'étais très très fan de tissage, parce que je viens de l'Est de l'Inde, qui est vraiment un coin où le tissage est extrêmement important dans la vie de tous les jours, de toutes les femmes.
les femmes s'habillent en Karishma, I'm saying that I come from Assam, so you know weaving is very important, and everybody wears hand woven, the mekhala sador, the eri silk, the muga silk, very famous in Assam. So that's where I come from. Et donc du coup, pour moi, c'est très important de montrer ce savoir-faire en Europe parce qu'il n'y en avait pas assez. Effectivement, il y avait très peu de marques comme Kadi, comme une ou deux autres marques qui présentaient le soie eri ou le soie muga il y a quelques années, mais rien d'autre. Pour moi, c'était très important. Après, l'artisanat, pour moi, c'est l'art, en fait, tout simplement. Moi, je ne vois pas mon métier comme un produit. Je vois ça vraiment un métier d'artiste parce que nos artisans, ce sont des artistes. Voilà, c'est tout. Donc, et les artistes ne sont jamais scientifiquement parfaits. Ce n'est pas possible. Les artistes doivent être… on doit leur faire confiance justement, en termes de gradation de couleurs, de changement de motifs. Moi, je fais très, très confiance. Avant, j'étais beaucoup plus cartésienne parce que j'avais fait des grandes écoles, je travaillais chez L'Oréal, donc j'avais vraiment ma tête dans une petite case toute bête. Et j'envoyais un brief et je voulais voir exactement la même chose. Et je me frustrais énormément au début parce que je voulais vraiment tel modèle, telle taille, telle couleur, comme Jamal disait, tel ponton. Et si ça n'allait pas, je hurlais au téléphone, je ne dormais pas et tout. Mais en fait, petit à petit, je me suis dit, arrête, il faut faire confiance à ces gens-là. Parce que ce sont des maîtres. Moi, je suis rien par rapport à ces gens-là qui ont ce savoir-faire depuis des générations. Donc maintenant, je fais beaucoup plus confiance. Et effectivement, les problématiques de qualité, je peux vous dire franchement, j'ai beaucoup de chance parce que je suis indienne. Je comprends la langue. Quand ils sont en train de raconter des bêtises, je sais tout de suite. Donc, c'est vrai que c'est un énorme avantage. J'ai ma culture donc qui me permet d'avoir peut-être un troisième œil et j'arrive à savoir quand c'est du pipeau, quoi. Et sinon, comme Jamal disait, il faut toujours garder une marge d'erreur. Il y a de toute façon, ce n'est pas un métier parfait. Le textile n'est jamais un métier parfait. C'est pas possible. Je pense peut-être en travaillant dans les pays comme la Chine où tout serait vraiment machine, machin et tout, on va y arriver, mais en Inde, on va pas y arriver. Et c'est ça la beauté. Voilà, j'espère que je t'ai répondu. Oui, il faut dire une chose, c'est qu'un tissage machine, ça n'a rien à voir avec un tissage main. Ça veut dire que nos étoiles, quand elles sont tissées main, elles ont une légèreté, une transparence que vous ne pouvez pas obtenir, enfin, peut-être vous pouvez obtenir, mais très, très difficilement avec la machine. Donc, il faut savoir ce qu'on veut, au fait. C'est ça que les clients doivent comprendre. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais. Donc voilà, donc il faut vraiment être un peu flexible par rapport à justement ce demande de perfection. C'est pas, voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai appris. Après Jamal, juste donc du coup, parce il est presque -20 et on va ouvrir quand même la session, toutes les questions de la part de notre audience. Je voulais juste savoir si vous avez des conseils à donner justement aux gens qui veulent se lancer dans cette aventure en disant voilà, moi j'aimerais bien créer des vêtements en Inde ou créer des sacs en Inde. Bah, par où ils commencent? Comment ça se passe? Je ne sais pas trop comment répondre. Il y a des salons là-bas déjà. On peut déjà aller voir les salons. Il y a des salons comme le salon de textile avec beaucoup de fabricants qui proposent leurs services. Après, il faut de la patience. Il ne faut pas espérer que ça marche du premier coup parce qu'eux aussi, ils n'ont pas envie de travailler pour rien. Ils ont envie qu'il y ait des commandes. Donc, bon, ben. Et puis, il y a aussi un truc avec l'Inde, c'est qu'ils disent toujours oui, mais oui, ça ne veut pas dire que ça va se faire tout de suite. Il y a ça. Et puis, il y a énormément de fabricants. Donc, il y a toutes sortes. Il y a des fabricants plus ou moins bons et il y a des fabricants très, très bons. Donc, il faut… c'est un métier de patience, je pense. Il faut prendre le temps d'y aller et puis de les tester. Voilà. Ok. Donc, culturellement, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qu'on doit vraiment garder en tête avant de débarquer et se dire, OK, on va travailler avec les Indiens? Culturellement, qu'est-ce qui se passe pour des gens qui débarquent comme ça en disant que j'ai envie de lancer une fabrication? Je pense que quand on voyage, il faut être un peu modeste, être un peu sur la réserve et puis être patient et prendre le temps de comprendre.
Je pense pas que c'est aux Indiens de faire l'effort. Si on va travailler chez eux, il faut aussi que nous, on s'adapte à leur façon de faire. Et puis, il y a des vraies usines là-bas, au fait, hein, qui travaillent pour des grosses marques. Voilà, mais c'est plus de l'artisanat, ça. Ou peut-être s'il y a encore dans ces usines, vous avez peut-être toute une partie qui est la broderie main. Oui, tout à fait. Tout à fait. OK. Bah, je ne sais pas, moi, je pense qu'on peut laisser maintenant notre audience se manifester, nous poser des questions. Jean-Luc, il est là. Si vous avez envie de poser des questions, si vous avez des doutes, vous avez des projets, n'hésitez pas. Nous sommes 3 là à vous répondre. Donc, on laisse la session ouverte à vous. Faites-nous savoir avec le petit icône main, là, si vous avez besoin de poser une question, vous avez des commentaires. We have a question in the chat from Subangni. If you want to raise your question orally, the question is how, as an organization and community, we build a platform for artisans to rise and receive the recognition they deserve. As sometimes they may be overshadowed by the age of an innovation. I think that's a question for Karishma because you're really dealing with that subject. I'll let you answer that, Karishma. So, sorry, I'm just going to repeat the question. It's how do we ensure that our artisans get the recognition that they deserve? Yeah. Right. I think the way that I would look at it is to ensure that their work is out there, that they make work that they truly also believe in and they're proud of, making them a part of the process. And so, of course, making them a part of the recognition. You know, the thing is that, you know, the difference between working, let's say, as an artist and as an artisan, the artisan works in a very collective way, right? And the artist is more an individual process. And so there's always, you know, it may be slightly more challenging to be able to highlight a collective credit. But yes, it is so important. It's important for the preservation of textiles that we're able to recognize them in a transparent manner. And even though it's a collective effort, each stakeholder is bringing a very valuable skill set on the table. And there's no easy way of doing it. For example, there are pieces like when we worked with the collaboration of Eva Jospin, I was very keen that we name all of them. And we did name the 300 artisans. But it's difficult to sort of put it out there in a way that the world is able to see it as well. So even though it was part of my documentation, in the end, it's difficult because it's always a process where there are so many wonderful stakeholders involved. I don't know if I'm able to explain myself. Yes. Yeah, absolutely. And I think that what you are doing through your school is amazing because that's the question that somebody asked, right? What kind of platform do you give them? I think your school is giving that platform, and by communicating around that, you're giving that platform. Yes. So yes. The whole idea of the school was to be catalysts and custodians of craft at the same time, to be able to basically amplify their voice through education. Okay. Thank you, Karishma. Any other questions? Vous avez d'autres questions pour moi, pour Jamal ou pour Karishma? I see one hand raised. Yasmine, the floor is yours. Oui, bonjour. Je vais poser ma question en français. En fait, bon, merci pour cette présentation, c'est vraiment précieux. Moi, je suis intéressée par tout ce qui est cantat de soie ancien pour essayer d'en faire des pièces. Et je voulais savoir s'il y a des filières particulières ou comment on trouve justement ces artisans-là. Parce que quand j'étais allée en Inde, moi j'étais allée dans le sud, mais là je vais aller dans le nord à Jaipur. C'était plus facile de trouver les artisans block print et tout ça. Mais pour les cantas de soie, du coup, je ne sais pas comment prendre le sujet.
Karishma, so this is a question about kantha embroidery. Okay. So somebody is asking, how is the best way to try and find beautiful silk? How do you meet the kantha embroiderers who do embroidery on silk? Where does one find them? So I think some of the largest pockets of kantha are, of course, in Calcutta and Bengal, different parts of Bengal. But it's such a versatile stitch that I don't think there's any craft pocket that does not do kantha. It may have been born, with the quilts of Bengal, etc. But there are also pockets in Kutch that do it. So it really depends on what it is that you're seeking to do in terms of, are you looking to make complete quilts? Are you looking to make scarves? Maybe the end use can be married to which artisanal pocket you would prefer to work with. So basically, you're saying that you can meet them. Kantha comes from practically different parts of India. So you have to decide. Il faut décider en fait le kantha il sera pour quelle utilisation. Et en fonction de ça, c'est possible de trouver les artisans en fait qui vont fabriquer ce produit. D'accord. Moi, je sais déjà, ce sont pour faire des vestes et des robes. So it's to make garments, basically kantha garments. Right. So then in this case, it would possibly make sense to work with some of the export companies that typically are based either in Calcutta or Delhi or Mumbai. Yeah, so it's basically what Jamal was saying. En fait, il y a des salons professionnels à Delhi. Il y en a un la semaine prochaine. J'y serai. Je ne sais pas si vous y serez, Jamal, mais I will be there. There's a very, very big trade fair in Delhi next week called the Gifts and Handicrafts Fair. Et donc, il y a plein de gens qui viennent justement avec différents types d'objets. Et je pense que c'est pas mal pour aller trouver ce qu'on veut à ce salon-là. Ouais. D'accord. Donc, en fait, oui, il faut aborder le sujet par les salons, puis revoir sur Internet quels sont ces salons. Et il y en a dans les grandes villes. Donc, Delhi, peut-être. Absolument. Ce sont des endroits où on va voir le maximum d'artisanat et le maximum de fabricants. Et il faut aller quand même se déplacer pour aller voir ça. Ouais. D'accord. OK. Très bien. Merci beaucoup. Merci. OK. Il y a d'autres questions ou... No, I don't see any hand raised. Not any more hand raised. Okay. So Benedict, I'll let you do the close. There's one more question. Two more questions. Okay, let's take the questions. Ok, vous m'entendez? Oui. Ah, très bien. Donc, c'est Anne-Frédérique Dérault. Moi, je travaille avec l'Inde depuis 10 ans et donc en faisant du sourcing pour des boutiques de musées, entre autres, et du thé. Enfin, plus de 10 ans maintenant, j'en oublie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un des problèmes de reconnaissance des artisans, du travail des artisans en Europe vient du fait que ils ont un savoir-faire qui se transmet par le biais de la famille et non par une école avec un diplôme, comme ce qu'on a par exemple en France avec l'école Boulle ou les Gobelins. Voilà, donc ce sont souvent des gens très simples qui ont de l'or dans les doigts, mais pas forcément de visibilité. Sauf quand des gens comme Karishma s'occupent. Pardon? Jamal, la question était, Anne-Frédérique posait cette question en disant que est-ce que un des problèmes de reconnaissance en fait de l'artisanat, c'était parce qu'il n'y avait pas d'école en Inde justement d'artisanat? Moi, je serais très réticent qu'il y ait un organisme d'État qui commence à se mêler à tout ce savoir-faire naturel chez des millions de gens qui ont toujours vécu comme ça. Enfin, moi, je trouve ça très bien comme ça. Non, moi, je pense que c'est surtout que nos clients, il faut communiquer. Moi, par exemple, j'ai envie de faire des vidéos, faire des petits films sur les artisans. Par contre, il faut faire attention de ne pas faire des vidéos misérabilistes, comme quoi il faut les sauver. Il faut plutôt montrer que c'est magnifique, et que c'est unique, etc., quoi. Parce que je pense que les gens n'ont pas envie
Vous savez, c'est comme les magasins qu'on trouve un peu partout, vous savez, des produits faits par les artisans. Il y en a pas mal, des magasins comme ça en France. Mais je crois qu'il n'y a pas tellement de gens qui ont tellement envie d'acheter, quoi. Ça fait trop, on a l'impression de faire une bonne action, alors que ce n'est pas une bonne action qu'il faut faire. C'est pas la question, quoi. Faire attention comment on communique là-dessus, je pense. Je suis d'accord. Et puis moi, bon, je me répète, mais moi j'ai un peu, comment dire, je suis un petit peu allergique à l'administration. Et dès qu'il y a des écoles, etc., ça devient très réglementé, etc. Enfin, moi je pense qu'il faut pas commencer trop à faire des... Enfin, c'est mon avis. Maybe a good way to make it is what is... Bénédicte, on ne t'entend pas. Hein? I was saying that maybe an answer could be what is Karishma doing? Well, she established a school dedicated to high-level artisanal, and it is a kind of label on himself. And the comparison with Gobelin, in a way, could be established. It is not a state organization; it is a private one who is just trying to attract the best of Indian artisanal. Yeah. Of course. Okay, we have one more question, I think. Somebody has another question? Yes. Hello, good morning to all. And thank you for responding to my first question. And it's a follow-up to Karishma. In the light of fast fashion like H&M and Zara, and the less patience and resilience in Gen Z, how you assure the value and the attraction towards the artisan and the skills you're bringing through? Yes, thank you for bringing this up, because this is something that's quite close to our hearts. So I think Gen Z is far more tuned in to purpose-led decisions. And sometimes it's just about making something accessible and available for them. And I think if more brands are encouraged to build slow, mindful fashion, I certainly think now more than ever there's a market for it. You know, Zara, H&M, etc. There was a time maybe in the 90s, etc., when the awareness was not so much that they could get away, let's say, with a lot. But today, if Gen Z is allowed options that are more mindful, slower, and certainly more purpose-led, I think they would definitely veer in that direction. We are, in fact, ourselves in the process of, we just launched a very small brand called Moonray that is completely purpose-led, that works with our school women and that works with different artisanal pockets in the country to build, you know, mindful, conscious fashion. And even though we're just about a month old, we realized that most of our clients are actually between other Gen Z clients. So I think the world is waiting for more purpose-led solutions. I hope that answers your question. Yes, thank you very much. Thank you. Okay, so I will let Bénédicte give us a closing note. Thank you very much. Merci à vous toutes. C'était vraiment super. I was very happy to interact with the both of you. It's very rare to get a chance to have people like you on a panel. Thank you, Bénédicte, for helping, pushing me to organize this, because it wasn't easy. Usha, maybe one last question was popping up in the chat, if you can see it. It's a reverse. It's a little bit a reverse question. So France, or an additional question: how to get in touch with buyers in France? How to get in touch from buyers in France? Again, I think the best way to get in touch is to do the trade fairs. There are a lot of trade fairs in France. It depends on which sector you want to focus. They are quite competitive, quite expensive. So I think the idea is to make sure
that you have a collection that is absolutely fabulous, different from what is already in the market. So again, I'm going to give the same answer that Jamal did. It needs a lot of patience, needs a couple of trips, some good homework, assessing what your strengths are and how you are different from other competitors. And it works exactly the same way. When you want to work in India, you go there a couple of times, you understand what you need. And when you want to work in Europe, you do the same thing. You understand your market. The French market is very different from the Danish market or the Italian. Really, they're so different. The tastes are different, the colors are different, the shapes are different. So it's exactly the same thing. You need to focus which market you want to enter, with what product, what price range, and then go and visit, do a couple of trade fairs, and then before you get the mix right. Yeah. Perfect. It was the last one. Okay. All right, Bénédicte, à toi. Thanks. And maybe I could ask, be a member of the Chambre de Commerce in France. You will be connected with French entrepreneurs and entrepreneurs and with the ecosystem we have. It's the same for if you are for India. And so many thanks for all of you being all our guests or speakers. Thanks to Usha to have organized this session. And for those who will be in Paris next week, I didn't tell you, but the Chambre de Commerce Franco-Indienne has an afterworks every month so that people can meet without any specific purpose, just a pleasure of meeting other people who are involved in the French-Indian relationships. And so the next one is on the 11th of October. You can register on our website. You probably know how it is. It is CCIFI-France.org. So see you next time. Thanks a lot for being there. And we are there to stay. And we will do a lot more things. And Usha will push you again to do another thing, of course. I know. You know it. I know it. So, I know. Thank you, Jamal. Thank you, Karishma. And thank you, Usha. Bye-bye. Bye-bye. Merci. Thank you so much, everyone. Bye-bye. Thank you. Thank you. Au revoir. Wow.